Bonsoir. On parle peu de cette localité, mais le nom reste bien connu de tous, Djarkpanga. Cette contrée du Togo, longtemps oubliée du reste du monde, eu égard à son enclavement, on l'a d'ailleurs baptisé du 6e continent. Nous y sommes allés voir. Djarkpanga d'hier n'est pas Djarkpanga d'aujourd'hui. Et tous ces changements constatés ont été possibles parce que le Togo s'est inscrit dans une démarche inclusive de développement. N'est-ce pas aussi le cas de la gestion intégrée des catastrophes et des terres, puisqu'on en parle depuis 2008, les revers des inondations sont rentrés dans les oubliettes et les populations se réjouissent des systèmes de résilience renforcés, d'adaptation ou de prévention des catastrophes mis en place ça et là à travers le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres. Nous irons ce soir découvrir les différentes réalisations de ce projet à travers le pays et nous en tirerons des leçons et le décor est ainsi planté. Bienvenue dans Le Togo en marche. Bonsoir Pierre. Bonsoir Adolphe, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous avoir choisis. Et tu l'as dit Adolphe, notre voyage de ce soir nous conduira dans le Togo profond, mais d'abord avec la redécouverte de ce territoire Djarkpanga, cette partie du Togo longtemps considérée comme un continent à part, mis à part, un continent à part, je disais, en raison de son enclavement, ce continent est en train aujourd'hui de s'ouvrir au reste du monde. Et puis, nous nous rendrons dans beaucoup d'autres localités rurales où la gestion durable des terres et des catastrophes deviennent un combat que tentent de gagner les populations riveraines, les populations vulnérables, à travers la mise en œuvre du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, un projet en fin d'exécution. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous ce soir les spécialistes des questions de développement. Ils vont tout à l'heure se prononcer sur les sujets. Alors, je reçois en premier lieu pour vous Dr Kofi Humpé. Il est le chargé du PGCT à la Banque mondiale. Docteur, soyez le bienvenu dans le Togo en marche. Vous pouvez vous installer. Alors, monsieur Humpé, vous qui êtes chargé du projet PGCT à la Banque mondiale, comment se porte le PGCT? Merci pour l'invitation. Je dirais d'emblée que le PGCT se porte très bien. Le PGCT qui tire à sa fin se porte à merveille. Ok, nous allons voir tout à l'heure si le PGCT se porte vraiment à merveille avec les autres membres de ce plateau. Nous recevons à la suite de M. Humpé, le coordinateur du projet. Il s'agit de Amidou Morou. Il est le coordinateur en charge du PGCT, projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres. M. Morou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Alors, Gado Bema, c'est lui, il est le directeur exécutif de l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Tout à l'heure, il portera son regard d'analyse sur tout ce qui a été réalisé comme action sur le terrain. Et tout à l'heure, nous allons en débattre. Alors, mesdames, messieurs, voilà le décor planté et soyez les bienvenus. Merci. Alors, M. Humpé, je vous le demandais tout à l'heure, le PGCT, il est à sa fin. Et qui dit fin demande forcément le bilan. Nous sommes à l'heure du bilan. Pour vous, le PGCT a fait du chemin et il a produit et aujourd'hui les résultats, vous en êtes satisfait, je dis. Oui, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes satisfaits des résultats du PGCT eu égard à l'impact que ce projet a sur les populations et par rapport à ces impasses. Je dirais que le PGCT a vraiment fait quelque chose d'important. Le PGCT a fait quelque chose d'important. Vous dites tout à l'heure, nous allons avoir la confirmation à travers ce que nous avons pu réaliser sur le terrain comme enquête. Mais M. Mourou, vous qui avez suivi de bout en bout la mise en œuvre de ce projet, vous, actuellement, le projet est à sa fin. Qu'est-ce que déjà en un mois on peut garder de tout ce qui a été fait? Merci beaucoup Adolphe Soussoupo. Et à travers le PGCT, aujourd'hui, ce qu'on peut garder au niveau national, c'est le renforcement des capacités à tous les niveaux. Et quand vous prenez le PGCT dans son ensemble,
C'est un projet costaud qui intègre l'ensemble des acteurs, qui a pu tisser les relations entre l'ensemble des acteurs au niveau national, au niveau central, si je veux bien parler de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, et au niveau communautaire. Oui, donc il y a tout un arsenal d'actions qui a été posé sur le terrain. On va aller tout à l'heure de fond en comble dans le sujet. Mais vous, monsieur Béma, vous qui êtes un acteur à l'extérieur de ce projet, vous avez un regard également sur tout ce qui a été fait aujourd'hui. Quel regard vous portez à l'heure du bilan sur ce qui a été fait? Ok, merci monsieur Pierre. Je crois que le projet a été une très bonne chose depuis 2012 quand il a été mis en place. C'est un don de la Banque mondiale pour implémenter le projet en matière de gestion des catastrophes et des terres dans notre pays. Et au vu de ces résultats qu'ils ont présentés, je pense que quelque chose a été fait, même si il y a beaucoup qui reste à faire. S'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même s'il y a beaucoup à faire encore. C'est ce qu'on peut retenir de vos premiers mots. Adolphe, voilà, le décor est planté. Décor planté, je voudrais savoir, monsieur Béma, vous parlez de sciences technologies africaines pour un développement durable. Parlez-nous un peu de votre ONG aussi. Oui, Sciences et technologies africaines pour un développement durable est une ONG togolaise qui a beaucoup plus d'actions au niveau de la région maritime, mais qui a aussi mené des actions à l'intérieur du pays, notamment la préfecture de Loti. Quel genre d'actions? Les actions que nous menons, c'est les actions de la protection du littoral, surtout l'érosion côtière, les menaces de disparition des écosystèmes littoraux, notamment les mangroves et autres. Et nous avons également des actions d'entretien et d'assainissement dans la ville de Lomé, où nous recyclons, nous récoltons les déchets et nous les recyclons. D'accord, voilà ce que fait votre ONG. Mais tout à l'heure, nous allons nous envoler vers Djarpanga, ce territoire dont nous sommes en train de parler à l'entame de cette antenne. Nous l'annoncions que Djarpanga, chef-lieu de la préfecture de Mo, cette contrée longtemps jugée oubliée, s'éveille maintenant au développement. Alors, depuis notre dernier passage dans cette zone il y a 4 ans, le constat est là. Djarpanga d'aujourd'hui n'est pas Djarpanga d'hier. Sur la route Karabassar, la roue tourne et tourne encore comme dans ma tête. Je veux rallier à tout prix Djarpanga, cette partie du Togo située dans la plaine de Mo. Mais au fond de moi, je reste gagné par une inquiétude. L'état de la route accidentée et le pont sur le mont Sauté que j'ai connu et traversé à mon dernier passage il y a quelques années. Tout cela me donne encore des chimères. Au fur et à mesure qu'on avance, je me sens révigoré. Le projet de développement de la plaine de Mo amorcé il y a plus de 5 ans me laisse croire que Djarpanga d'hier ne sera pas Djarpanga d'aujourd'hui. Il est environ midi, le soleil est presque au zénith sur le petit village de Binadjoubé dans le Grand Bassar. Un village niché sur la plaine, dans la campagne verdoyante, au pied des monts Malfakassa. Attiré par la mélodie que fredonne ce flûtiste, j'ai dû observer un arrêt, moi un féru de la tradition orale. Ici, je découvre un peuple légendairement hospitalier. Spontanément, une réjouissance est organisée autour du chef du village. Notre équipe est à l'honneur. Ici, la mélodie de la flûte m'emporte, et puisque je dois prendre congé d'eux, elle m'accompagne dans cette odyssée.
Djarkpanga est environ à 110 km d'ici, 1 heure de route. La première merveille qui m'accroche, le pont de Mo qui est reconstruit, majestueusement posé sur le fleuve. Tu vois pas? C'est ça. Les enfants y trouvent chaque jour tout leur plaisir, fièrement et sans souci. Le nouveau pont sur le Mo, une fierté pour la population qui annonce d'ores et déjà le nouveau visage de cette contrée, autrefois oubliée du reste du monde, autrefois appelée le 6e continent. Il est environ 6h30 du soir lorsque je traverse le pont. Le soleil s'incline déjà et une douce brise glisse sur la campagne alors que je suis encore à la moitié du trajet. Ils sont 19h quand je foule le sol antique et sacré de Djarkpanga. Une autre surprise à mon arrivée, la nuit n'est pas noire comme à des temps anciens, les rues sont éclairées. Ici, ce sont des enfants qui se divertissent avec un écran, du jamais vu il y a 10 ans plus tôt. L'arrivée du courant électrique a développé aussi des activités économiques tous azimuts. Isaka est le boutiquier du coin, récemment installé. C'est chez lui d'ailleurs que je vais me désaltérer avant de passer la nuit dans une structure d'accueil. Le soleil se lève au champ du corps et je découvre Djarkpanga qui s'éveille au développement. Tôt ce matin-là, à peine il sonne 5h30, Sani Diakafu, chauffeur de son état, a déjà avalé les 110 km. Il vient de se coder pour une mission. Nous sommes en train d'aller à Djarkpanga pour la distribution des documents pour les clubs des enfants. Avant, pour arriver à Djarkpanga, la route n'était pas bonne. Là, on ne venait pas. Mais maintenant, la route est bonne. Donc ça permet que le véhicule vient chaque temps. Maintenant, les activités de Djarkpanga développent. Parce que tout le temps, il y a les véhicules qui viennent. Même les femmes, les bonnes femmes de Lomé viennent directement. Ils viennent ici faire les achats des signams avec les gros véhicules. La route, l'eau, le téléphone et l'électricité à Djarkpanga, c'est véritablement un atout pour l'épanouissement de la population, à commencer par les élèves. Ikili, cette jeune fille de 16 ans, est en classe de 4e. Et ce n'est pas elle qui dira le contraire. Quand il y a l'eau, c'est bon pour nous les filles. Et c'est avec le courant électrique qu'on puise. Maintenant, quand nous allons puiser de l'eau, nous n'allons pas pomper, on va ouvrir seulement pour puiser. Nous allons trouver partir à l'école à l'heure. Depuis que le courant est arrivé ici à Djarkpanga, nous trouvons la lampe pour que nous allons apprendre avec. Puis vient le temps d'aller voir l'autorité locale. Sur ma route, mon premier interlocuteur, c'est le secrétaire du chef canton. Chez lui, je réalise l'historique de ce petit pays des tombés, natifs du milieu. Les natifs tombés de Djarkpanga sont installés ici avant le 15e siècle, au moment où il n'y a personne dans cette plaine venant de Yandi, du Ghana. Il n'ira pas plus loin dans cette historique, puisque pris par le temps. Je suis resté sur ma soif, la suite, ce sera chez le chef. Ici, les habitants sont bienveillants avec les étrangers. Ils se considèrent comme les grands frères de la nature et communiquent directement avec Dieu.
La communauté s'organise autour du chef, l'incontournable El Hadj. Tout visiteur est soumis à un rituel. Ce n'est qu'après ce rituel que le chef, dans sa sagesse, nous ressasse le fondement de sa communauté. Djarkpanga, c'est une terre d'accueil. Étant donné que Djarkpanga est une terre d'accueil, ils ont accueilli beaucoup d'étrangers qu'ils ont installés dans la plupart de leurs villages. C'est pourquoi vous allez constater que chaque village porte le nom du premier arrivant sur ce territoire. Le nom Djarkpanga provient de la langue d'Agomba, Zolikpanga. À l'époque coloniale, les guerriers de Djarkpanga étaient au Ghana à Akao. Ils ont été sollicités par les Dagomba de Yandi pour repousser les concurrents. Et c'est à l'issue de ce combat qu'ils ont rapporté que les Dagomba les ont dit de venir s'installer à côté, au pied de la montagne. Donc, Djarkpanga signifie au pied de la montagne. Djarkpanga d'avant n'est plus Djarkpanga d'aujourd'hui. Grâce au président Faure, que nous remercions beaucoup. Le chef et sa population sont des témoins de ces changements induits dans cette localité, longtemps appelée 6e continent, pour traduire son enclavement. Effectivement, le changement se fait sentir, se fait voir dans le domaine de l'éducation. Lorsque nous prenons les infrastructures scolaires, il y a la construction des bâtiments scolaires. Le groupe primaire est le secteur le plus bénéficiaire. À travers les forages, on a fait des châteaux d'eau pour alimenter les écoles en eau. C'est un atout très important, dans la mesure où ça permet aussi aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. Avant Djarkpanga, nous les femmes on souffrait pour aller au marigot chercher de l'eau. Maintenant, il y a les forages un peu partout et on ne souffre plus de l'eau. Avant, si tu as fait le commerce, il faut aller au Ghana ou bien aller à Sokodé pour garder de l'argent. Maintenant, il y a les microfinances à Djarkpanga ici et on garde. Avec le projet de développement rural intégré PDRIMO, Djarkpanga connaît beaucoup de changements. Puis, nous avons des forages. Il est vrai que c'est insuffisant. Nous ne pouvons plus boire l'eau des rivières comme avant. Il y a aussi de l'électricité la nuit. Grâce au projet PDRIMO intégré, on a eu tous les jeunes qui ont été abandonnés, leur village, joindre le Ghana, sont tous revenus. Le PDRIMO, projet de développement rural intégré de la plaine de Mo, initié par le gouvernement pour relever le défi de l'émergence inclusive dans l'optique de l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. Depuis 2012, tous les secteurs urgents sont embrassés ici. La santé, l'éducation, les infrastructures de base, l'eau, l'énergie et l'agriculture. CAT, ici présente depuis 2012, a aussi apporté son appui à cette population dans le domaine agricole, à travers la production, à travers la formation des producteurs en groupement et en leur donnant en quelque sorte des notions de savoir cultiver en quelque sorte. Conséquence de tout ça, c'est que la production a énormément augmenté, que ce soit dans la production du maïs, du mil et surtout de l'igname qui de nos jours abonde énormément à Djarkpanga. Les producteurs ont oublié leur vieille habitude de cultiver pour consommer. Maintenant, ils sont tournés vers la politique de la commercialisation. Les producteurs sont meilleurs gagnants dans cette lancée. Regardez ce sentier par exemple, l'endroit ne paye pas mine, mais c'est là le grenier des ignames de la région. Ici, chacun lutte pour sa survie. Pour ceux qui ne font pas avec la terre, l'élevage est là. Toute la préfecture de Mo
s'éveille aujourd'hui au développement, mais le changement des mentalités reste le grand chemin à faire, car difficile pour la population de rompre avec les habitudes. Djarkpanga Tindiassi, 20 km de route. Localité frontalière avec le Ghana, les Togolais de Tindiassi ont tous leurs regards tournés vers le pays voisin. Ces élèves en savent quelque chose. Togolese? Yes. I come from Togo. I come from Togo and I'm attending school in Ghana. Mais aujourd'hui, on assiste progressivement à l'inverse de la situation, qu'à cela ne tienne. Okay. Bye bye. Allez. Bye bye. Un signe d'au revoir, prometteur qu'à mon prochain passage, Djarkpanga et Tindiassi vont profondément changer, même au plus profond de leurs habitudes. Espoir partagé par ces progénitures qui chaque jour louent et remercient le ciel pour tout ce dont bénéficie aujourd'hui la plaine de Mou. Voilà, nous, on ne va pas au ciel, même si Jésus, lui, s'en va aujourd'hui. Nous sommes ici sur le Togo en marche, dans le Togo en marche, avec nos invités. Nous venons de suivre le sujet sur Djarkpanga, cette contrée que nous avons redécouvert à travers les images que nous venons de suivre. Alors, docteur Kofi Moupe, vous en tant qu'acteur de développement, qu'est-ce que cela vous inspire, tout ce qui jusque-là est fait à Djarkpanga? C'est impressionnant. Vous savez, on a remarqué qu'avant, c'était difficile dans la localité, même accéder à la zone, c'était un calvaire. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que les véhicules ont accédé facilement à la zone et le développement, les élèves qui ont témoigné qu'aujourd'hui peuvent apprendre sous les ampoules, les lampadaires, le marché, les activités qui sont en train de se développer dans la zone. Je crois que c'est ça même un développement intégré qu'on doit encourager dans les zones rurales et permettre de maintenir les jeunes qui généralement quittent les milieux ruraux pour les villes. Monsieur Morou, d'abord, il faut aller à Djarkpanga? Bien sûr. Avant, quand tu es habillé en traditionnel, on dit chef canton de Djarkpanga. Et on se demandait c'est quoi cette localité et tout ce qu'on vient de voir, la place de Djarkpanga dans le PGICT. Est-ce que vous avez pensé à cette localité quand on mettait sur PGICT? Oui, en regardant un peu les images, ça me rappelle aussi nos réalisations dans certains villages que nous avons pris comme pilote où on a appliqué l'approche paysage. L'approche paysage, c'est de faire en sorte que l'intervention puisse toucher plusieurs secteurs. Donc ici, il y a l'eau, il y a les infrastructures et autre chose, les activités génératrices de revenus et puis les sensibilisations liées à l'épargne crédit. Donc quand vous intervenez avec les moyens qu'il faut en touchant beaucoup de secteurs, il y a plus d'impact. Je prends un exemple, l'exemple d'Adjarapo par exemple, que nous avons, où nous avons mis beaucoup d'argent, avec l'appui bien sûr de la banque. C'est aussi cette approche. Et quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a un changement vraiment manifeste. Donc je pense que c'est ce genre d'appui qu'il faut pour nos communautés. Donc là, je suis très très content que ce genre de PUDC, n'est-ce pas,
voilà, et puis apporter beaucoup de choses à cette localité. Mais tenez-vous bien, pour quitter Sokode et aller à Djarpanga, il faut mettre 3 heures, 4 heures de temps. Mais aujourd'hui, en 1h30, vous êtes à Djarpanga. Je pense que c'est une très bonne chose. Et parlant de cette localité, le PGCT n'a pas oublié la localité, puisque, comme vous le savez bien, dans la région centrale, c'est la zone réputée zone à risque d'inondation. Donc nous avons mis un parc météo qui sera doté de matériel automatique pour la collecte des données et qui participera aussi, cette collecte participera au système d'alerte précoce dans la localité. Ok, Monsieur Bema, comme Monsieur Mourou, vous avez aussi une fois été à Djarpanga? Non, moi je n'ai pas été à Djarpanga. Vous avez une fois entendu parler? J'ai vécu tellement à Bassar et il y avait toujours nos proches qui allaient très rapidement à Djarpanga en passant par Bassar et revenir et qui nous racontaient un peu la position stratégique de cette ville et tout ce qu'ils enduraient, par exemple, dans cette localité. Et donc, cette position stratégique qui fait que la ville s'ouvre sur le Ghana et en même temps au Togo, c'était vraiment une très bonne chose. C'est ça qui fait même que lorsqu'il y a, ce sont des conditions difficiles, lorsqu'il y a des conditions difficiles, rapidement les gens tirent vers le Ghana pour trouver des abris. Et bon, aujourd'hui, il y a eu une amélioration concrète qui devrait normalement venir plus tôt, mais c'est vrai que ce n'est pas encore trop tard. Les gens peuvent se réjouir et on peut mieux éduquer les enfants. Ouais, mais il n'y a pas que Djarpanga, parce que... Il y a plusieurs Djarpanga, on va dire. Il n'y a pas que Djarpanga, il y a plusieurs Djarpanga. Et il y a plein de villages aujourd'hui au Togo qui sont enclavés et qui ont besoin vraiment de ces infrastructures de base pour sortir vraiment de la pauvreté. En tout cas, c'est le rôle de Togo en marche d'aller faire découvrir toutes ces localités-là. Et d'ailleurs, que le gouvernement parle de développement inclusif. Je pense qu'on est de plein pied dedans. Et, docteur, il y a quelque chose, un aspect qu'on va relever. Vous savez, à Djarpanga, qu'est-ce que les femmes disent? Avant qu'elles vendent des ignames, elles ont des sommes, de grandes sommes. Elles sont obligées d'aller épargner au Ghana. Alors qu'au Ghana, on parle de C10. Soit elles viennent à Sokode pour épargner ou bien elles doivent aller au Ghana. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des microfinances qui sont installées là. Et comment vous percevez tout ça là? C'était précaire en tout cas. Non, je crois que ça, c'est ça même quand on veut faire développer une zone. Vous savez, l'exemple que vous êtes en train de donner, nous l'avons vécu aussi à Adrapo, que M. Adrapo qui s'ouvre aussi sur le Ghana. Là, c'est dans Agou. C'est dans Agou. La zone était enclavée et les villages concernés ne pouvaient pas accéder au marché côté Togo, sont obligés d'aller au Ghana. Mais ils vont au Ghana, comme vous l'avez dit, c'est avec le CIDI et ça ne les arrangeait pas. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, avec la vision du gouvernement de faire développer les zones, on a ouvert à travers des pistes ces zones sur les grandes agglomérations du Togo et les femmes sont en train de témoigner que dorénavant, ils peuvent vendre et utiliser les monnaies du Togo. Donc, comme à Djarpanga aussi, comme vous le dites si bien, le fait d'avoir déjà installé les microfinances dans la localité. Il y en a 2, 3 déjà. 3 déjà, vous savez, même si c'est précaire pour le moment, on n'a pas les paysans dans les zones rurales, les gens ne sont pas encore habitués avec ces gens. Il faut les aider, il faut les sensibiliser, ainsi. Mais déjà, le grand-père est fait. Le fait qu'on ait déjà installé ces microfinances dans les zones-là, cela va permettre déjà aux populations, à nos braves populations, les femmes, les jeunes, d'apprendre à épargner, de ne pas laisser l'argent dans la chambre à risque avec les températures ou bien d'autres calamités. Et cela contribue énormément au développement de la zone. Je pense que vous êtes, sinon le Togo est sur la bonne voie dans ce domaine. Oui, et nous avons vu aussi des élèves qui, auparavant, prenaient seulement la direction du Ghana. Aujourd'hui, avec les infrastructures qui sont installées, qui sont en bonne place, beaucoup d'élèves reviennent maintenant pour fréquenter dans le Togo. Même pas. Il y a de très
jolies écoles construites, mais on les a vus continuer toujours à aller au Ghana. Ouais. C'est là où nous disons que les habitudes ne sont pas encore prêtes à être oubliées. Il faut rééduquer maintenant la population par rapport à la nouvelle donne. Exactement. C'est ce que vous partagez aussi, M. Mourou. Oui, je pense que pour les zones frontalières, on ne va pas... moi, je pense qu'il y a certains parents qui veulent que leurs enfants apprennent l'anglais. Je pense que c'est une bonne chose. Ils viendront contribuer au développement. Oui, c'est que du le constat, pays. c'est qu'avant, comme il n'y avait pas tellement d'infrastructures, la seule direction qu'il fallait prendre, c'était le Ghana. Maintenant que tout est pratiquement en place, le retour doit être imminent. Oui, je pense que c'est un travail de longue haleine. On doit toujours continuer la sensibilisation. Et bon, continuer aussi à développer la zone. Je pense qu'ils vont revenir. Il n'y a pas de... Oui, bon, moi je pense que, vous savez, lorsque les gens ont vécu pendant longtemps dans une situation, il leur est difficile, quand la situation change, il leur est difficile d'accepter ou de croire en même temps. Du jour au lendemain. Donc il va falloir un peu de temps à cette population de s'assurer que les infrastructures qui sont mises en place seront pérennes, d'accord, pour qu'ils puissent vraiment venir s'installer. Parce que généralement, c'est le problème que nous avons au Togo. Et on met en place des projets, mais on ne pense pas à la durabilité de ces projets. Comment suivre ces projets-là? Parce que la route qu'on vient de construire, dans 3-4 ans, cette route-là sera fondamentalement impraticable. Comment faire? Pourquoi déjà? Oui, puisqu'il pleut, c'est une route rouge, non goudronnée. Il pleut, il y a l'érosion qui va venir avec les gros véhicules qui vont dans cette localité et qui reviennent. C'est fondamental que cette route va se dégrader dans quelques années. Maintenant, comment faire pour rétablir cette route? Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Les écoles qui sont construites aujourd'hui, dans 5 ans, 6 ans, les infrastructures, peut-être les tables-bancs, tout ça seront gâtés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir suivre effectivement ce projet, pour que les acquis puissent être pérennisés? Oui, nous avons sur ce plan raconté aussi comment on dit, les organisations à la base, notamment les CDQ, les CDV, qui s'organisent à cet effet pour pouvoir accompagner l'après-projet, puisque nous parlons de PDRIMO, projet de développement rural intégré, et de la plaine de Meaux. Donc ce côté doit être assuré. Mais tel que vous êtes en train de dire, nous pensons que les autorités sont en train de nous écouter et que les mesures idoines seront prises, Adolphe. Et d'ailleurs, la prochaine fois, quand on va retourner à Djarkwaga, on saura qu'est-ce qui a changé encore et positivement. Et voilà, nous parlons de renforcer la résilience des populations vulnérables face aux risques d'inondation et de dégradation des sols dans les zones rurales comme urbaines. L'ambition était noble et audacieuse quand, en 2012, le gouvernement mettait sur pied le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT. 5 ans après, les résultats répondent-ils aux attentes? Voyage sur les traces du PGICT et nous nous retrouvons tout de suite. La commune de Bassar, vue d'altitude. À l'intérieur, la vue suit son cours normal. La population vaque à ses occupations. Nous y sommes arrivés au lendemain d'une journée de pluie. Ce quartier, souvent exposé aux intempéries de tout genre, s'est bien réveillé ce matin, comme c'est le cas ces dernières saisons. Et les raisons de ce changement sont là, palpables. Avant, quand il pleut, les eaux venaient envahir le quartier et parfois quelques maisons tombaient en ruine. Ce qui fait que le quartier était en insécurité. Depuis la réalisation de ces ouvrages, nos nuits ont été paisibles. Parce que nous avons traversé toute une saison, on n'a plus senti beaucoup de problèmes comme avant. Des maisons menacées autrefois de disparition sont en fait stabilisées.
Les ouvrages que voici viennent assainir le cadre de vie des populations. Ces eaux-là descendent en force et l'eau est directement jetée sur la population riveraine. Et imaginez-vous une nuit, une grande pluie qui tombe et cette eau-là doit se diriger quelque part. Et directement, compte tenu du manque d'ouvrages de protection, cette eau va directement sur la population et souvent les populations sont paniquées au cours de la nuit. C'est pourquoi nous avons mis en place cet ouvrage. Il s'agit d'un mur de stènement ainsi que 2 tronçons de caniveaux. Il y a un tronçon qui est à l'ouest et l'autre qui est à l'est. Nous sommes au quartier Banida. La rivière est en train de ronger les terres et en temps ça risque de faire déplacer les populations. Donc nous avons mis un mur de stènement pour pouvoir protéger ces populations. Les caniveaux permettent d'évacuer les eaux pluviales qui viennent de la montagne. Puisque entre-temps, ces eaux viennent ravager la route. Par exemple, nous avons une école juste à côté. Ça permet aux enfants d'abord d'aller tranquillement à l'école en toute sécurité. Puisque l'eau qui vient de là, elle est tellement forte. Comme tel, plusieurs d'autres ouvrages sont réalisés pour stabiliser la ville et ses habitants. À près d'une 60aine de kilomètres de là, Tchaoudjo, dans la région centrale. Dans ce quartier de Kondor, le pont que voici vient serrer le lien entre les communautés de part et d'autre de cette rivière qui les a longtemps distancées l'une de l'autre. Vous voyez de ce côté-là, c'est le plus grand cimetière de la ville qui dessert pratiquement 6 quartiers de la ville. Et pour enterrer un corps ici, la population est obligée d'exposer le corps. Vous savez tout ce que ça fait comme traumatisme au niveau de la société, de transporter le corps de défunt là, pratiquement à plus de 3 km avant de revenir ici. Donc, il se fait que, avec la réaction de ce pont, cette exposition n'existe plus parce que les gens ont accès rapidement à leur cimetière. L'école primaire, qui est la centrale pratiquement ici, la plus grande école primaire, se situe de ce côté-là. Ceux qui devaient l'habiter beaucoup plus, la fréquenter beaucoup, sont beaucoup plus de ce cas au-delà de cette rivière ici. Donc, finalement, les parents craignant la vie pour leurs enfants sont obligés de retirer les enfants de cette école-là pour emmener un peu plus loin de l'autre côté. Il y avait nécessité donc de faire de telle sorte que on puisse relier cette école-là avec sa population. C'est donc un trait d'union qui consolide davantage le tissu social. Les hommes et femmes d'ici peuvent désormais rallier les quartiers environnants comme jamais ils n'ont pu le faire. La gestion de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, un chantier mené par le gouvernement togolais par le truchement du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres et dont les effets donnent de l'espoir à un nombre de localités. Les écoles autrefois désertes comme celle-ci retrouvent de l'effectif. Des actes de viabilisation y sont posés. À chaque rentrée scolaire, toute l'école est inondée, comme la rentrée se fait dans la saison des pluies. Lorsque les élèves viennent, toute la cour est inondée, si bien que les enfants marchent dans la boue, la cour de l'école, rien que de la boue. Toutes les eaux qui se drainent d'en haut descendent dans la cour de l'EPP Barrière. Et nous avions décidé, au cours du conseil des parents d'élèves, en plus le corps enseignant, la chefferie, nous avions décidé comment faire pour qu'on puisse trouver la solution. Grâce à l'intervention de PGICT qui a lancé les projets, nous avions gagné le projet. Et maintenant, ils sont venus nous installer les caniveaux, donc voici les caniveaux. Maintenant, l'effectif augmente. Cette année, nous avions eu un grand effectif. Et je pense que l'année prochaine, on peut avoir jusqu'à AB. Des actions menées ça et là diffèrent suivant le degré de vulnérabilité des localités. Si tous ces projets ont consisté à prévenir et à lutter contre les inondations et son lot de corollaires, d'autres dispositions ont permis aux populations rurales de provoquer la restauration des terres jadis improductives et d'adopter les bonnes pratiques durables des terres. Boadé, dans la région de Savra. La route qui mène dans cette localité de Saint-Cassé est signe
que la terre est bien accidentée dans cette zone du Togo. La population en a souvent souffert, comme nous l'expérimentons sur cette image. Et puis, Boadé, l'ouvrage de construction du digue autour de cette retenue d'eau vient renforcer non seulement les activités génératrices de revenus des habitants, mais aussi faciliter leur mobilité. Ces élèves en savent quelque chose. Leur établissement scolaire se situant à quelques encablures de là. Arrêtez. Avant, où j'étais ici, il y a beaucoup de l'eau. Nous ne peut pas marcher. Dans la saison pluvieuse, l'eau remplit le barrage et à un moment donné ici, là, on ne peut même plus passer. Souvent, si ça pleut comme ça, la route n'est pas bonne, on retourne à l'école parce que la route ne serait pas bonne. On continue pour arriver à l'école. Et souvent, on arrive en retard. Maintenant, le PGCT est venu. Maintenant, la digue est bien placée et l'eau est bien détenue. Le porteur du projet, le voici, visiblement heureux de sortir les populations d'ici de la précarité. Effectivement, vu la situation de la retenue à l'époque, ce n'était pas possible pour que les gens passent sur cette digue-là. Donc quand il pleut un peu, l'eau qui traverse empêche aux élèves d'emprunter la digue maintenant pour aller à l'école. Donc il fallait contourner soit comme ça ou bien de l'autre côté pour pouvoir regagner et rejoindre l'école. Vous voyez, les pierres là étaient posées maintenant puisqu'il fallait la consolider la digue. Pour consolider la digue, on a eu à faire avec la communauté l'empierrement du côté amont de la digue et du côté aval de la digue. On a fait des gabillons, on a construit des diguettes, ce qui empêche maintenant les détritus de se poser, de venir jusqu'au nid de la retenue. Donc on a réparé la vanne, on a connecté, il y a eu des petites canalisations. Grâce à la réhabilitation de la retenue, on a maintenant une bonne quantité d'eau qui se dépose dans la retenue. Donc les maraîchers maintenant ont beaucoup d'eau pour faire leur maraîchage. Il y a maintenant la clôture, on veut faire la clôture. Il y a une petite canalisation qui est faite et qui est connectée depuis la vanne qui est là-bas. Donc il suffit maintenant qu'on ouvre la vanne et les maraîchers ont de l'eau maintenant en abondance pour irriguer leur culture. On était à 152 personnes qui utilisaient l'eau pour le maraîchage. Maintenant cette année, vous avez vu l'eau là atterri comme ça là, c'était jusqu'à là-bas. On dépasse maintenant 600 personnes. Voilà pourquoi on a tiré l'eau là jusqu'à l'eau est finie. À cause de nos crocodiles, on a arrêté. Vous voyez le piment qui se fait voir de l'autre côté, on a laissé chasser. C'est à cause de l'eau, puisque entre-temps l'eau était finie. Le nombre qu'on avait l'année passée, et comme l'eau a augmenté, tout le monde est venu. Imaginez un peu quelqu'un qui peut faire le piment à cause de ce barrage-là. Et dans 2 semaines, il a au moins quelque chose de 400 000. Il dépasse presque un fonctionnaire. Et c'est dû au barrage-là. Vous avez vu, nous avons nos frères italiens qui étaient en Italie. Déjà, quand ils vont là-bas, c'est le piment et l'oignon qu'ils font. Quand ils sont revenus ici, c'est eux-mêmes qui nous ont aidés même à finir l'eau. Parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller encore en Italie parce qu'ils ont senti qu'il y a l'Italie aussi ici. De Boadé à Tandoua, en passant par bien courir, les communautés disposent de quoi renforcer leur résilience. La zone étant naturellement exposée aux méandres de la nature. Ici, à Nassiette, tout renaît avec la détermination appuyée des populations. Ce qu'on n'avait pas vu, on a vu ça. Et ce que nous avons acquis reste à nous. Nous appliquons ça et nos enfants aussi vont aussi appliquer et ils vont s'épanouir, ils vont se développer, ils vont développer le milieu. C'est ça que j'appelle la renaissance parce que les arbres qui étaient presque finis, comme on le dit, mais maintenant ça reprend et c'est une renaissance. Ça me fait rire
le projet va finir comment? Le projet est venu implanter quelque chose dans nous. Nous ne finissons pas pour que ça finisse. Donc le projet n'est pas fait. C'est maintenant que le projet même est là. Moi-même, je ne savais pas, mais j'ai dit que je vais planter 1000 plants. Moi seul. Et mes enfants, et mes petits-enfants. Sans le gouvernement, s'il n'y avait pas la paix, on n'aura pas de projet dans le milieu. Puisque les bailleurs de fonds, quand ça chauffe, ils vont quitter. Mais c'est parce que le gouvernement a pu instaurer la paix. Au dire du chef du milieu, les habitants de l'Assiette et de ses environs sont rendus particulièrement vulnérables par leur situation excentrique entre les falaises abruptes qui prennent en écharpe le village. Les pluies qui viennent de l'est tapent la montagne, la cuesta qui est dirigée de l'ouest vers l'est, et tous les eaux qui sont sur la montagne descendent maintenant tout en ravageant les champs. La terre arable est ravagée, nous ne sommes pas non loin de la fosse au lion. Donc les écoulements issus de la montagne dégradent la terre et envahissent tout et les drainent vers la fosse au lion. Peut-être même en vue du ciel, vous allez voir que le village se trouve comme dans un puits. Donc nous avons compris le problème et heureusement le PGICT, le gouvernement même avait pris déjà conscience de ce problème des catastrophes naturelles et il y avait déjà ce projet qui est mis en branle. Nous avons trouvé qu'il serait mieux d'abord de stabiliser la terre, de planter, et nous avons planté sur près de 7 km tout au long de la montagne. Les plants étaient bien entretenus et nous n'avons pas eu de pertes. C'est une réussite totale en matière de reboisement ici. La vitesse de l'eau qui descendait, les racines les imposent leur méthode d'infiltration sous la terre. Et maintenant l'eau n'envahit plus les champs comme dans les années passées. Des terres sont ainsi créées, comme le disent les paysans d'ici. Ils sont bien engagés et résolus pour une gestion durable des terres désormais acquises. Nous avons vite vu que le comportement des villageois ont changé. Eux-mêmes, ils ont mis une partie de la montagne en défense, comme ils ont compris l'intérêt de l'arbre. Ils ont dit que la montagne même peut régénérer elle-même. Et ils ont mis en défense. Et actuellement, la montagne est sécurisée par les gens dans le village, le comité de surveillance qui sécurise la montagne et qui fait que les gens ne rentrent plus pour couper les arbres en désordre. Et les arbres qui ont été plantés, aujourd'hui, eux-mêmes, ils entretiennent ces arbres de deux et ils exploitent dans les allées de tous ces arbres-là. Les terres récupérées, les femmes, ils ont mis à la disposition des femmes parce qu'ils ont compris que la femme n'a pas accès à la terre. Et aujourd'hui, la terre qui était abandonnée, qui a été récupérée, ils ont compris qu'il faut qu'ils remettent ça aux femmes. À peu près 40 sacs, on a eu. Arrêve nous a arrangé trop ici de l'assiette. En l'espace de 5 ans, la politique de protection de l'environnement et la lutte contre les catastrophes a fait du chemin au Togo. Le monde rural, en l'occurrence, adopte des comportements responsables vis-à-vis de la nature. Les cultures de contre-saison sont davantage promues, de quoi lutter contre la vulnérabilité des populations. Nous sommes très reconnaissants envers le PGICT. Le PGICT nous a permis d'aménager ce périmètre maraîcher. Mais nous rencontrons des difficultés. Les plus significatives sont les moyens qui nous manquent pour faire fonctionner la motopompe. Et l'autre difficulté, comment se prendre pour acquérir les semences. Autre chapitre, la construction des secours d'unité pour desservir les zones souvent situées en retrait de la ville. À travers le projet de gestion intégrée des catastrophes des terres, les services des sapeurs-pompiers se rapprochent des populations. Ils sont dotés des équipements nécessaires pour plus de professionnalisme en cas de sinistre. Le plus gros ennemi des sapeurs-pompiers, sinon de tous les secouristes, ce n'est pas le sinistre en lui-même, mais c'est souvent les délais d'intervention. Et qui dit délai d'intervention dit
un nombre un peu important de centres de secours au plus près des populations. C'est dans ce cadre que pour renforcer les capacités opérationnelles du corps des sapeurs-pompiers, il a été monté un projet. Ce projet est un merveilleux porteur de la montée en puissance du corps des sapeurs-pompiers au Togo. Et c'est ce projet qui porte le projet de gestion intégrée des catastrophes de terre, qui porte le projet d'extension justement du corps des sapeurs-pompiers. En quoi consiste ce projet? Permettre au Togo de disposer dans chaque préfecture au moins d'une caserne de sapeurs-pompiers. Et pour commencer, par disposer d'une caserne dans les chefs-lieux de région, à savoir Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpame et Lomé Nord. Reste l'entretien et la pérennisation des outils mis à disposition, ce qui implique la responsabilité humaine à travers beaucoup plus de respect des règles de la nature. À cette étape, les CDQ et les CVD ont un rôle important à jouer et c'est un rôle idéal et ils doivent le jouer, c'est très important pour faire de telle sorte qu'on puisse retourner à l'étape primaire. La population doit faire en sorte qu'on ne bouge pas, qu'on ne pose pas des actes qui viennent boucher ces caniveaux-là ou ces dallos. Nous ne saurons comment remercier. Nous les femmes, je pense que nous allons veiller nuit et jour à ce que ce caniveau soit bien entretenu pour que ça nous corrige beaucoup de choses comme ça l'a déjà fait. Il en va de l'efficacité des actions de lutte contre les effets du changement climatique qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Voilà, nous voici de retour du voyage sur les traces du PGICT. Le PGICT qui a 5 ans. En 5 ans, que de réalisations. Les bénéficiaires se sont exprimés. Et ici, est-ce que la question qui se pose, est-ce que toutes ces réalisations répondent aux attentes? La question est posée ici au coordonnateur du projet, M. Mourou. Quand il y avait 5 ans, on posait les bases du PGICT. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est satisfait? Oui, la question ne devait pas être adressée à moi. Les bénéficiaires se sont exprimés. Les bénéficiaires se sont exprimés. Voilà. Bon, disons que pour parcourir les réalisations du PGICT, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Parce qu'en regardant un peu ce que vous avez pu collecter comme information, il y a tout le système d'alerte précoce qui n'est pas pris en compte. Bien sûr. Vous allez constater que sur l'ensemble du territoire, nous avons implanté, nous sommes en train de finir l'implantation de 13 parcs météorologiques et équipés du matériel automatique. Et il y a aussi le volet hydrologie qui est un volet très très important, où nos cours d'eau, comme vous le savez bien, la plupart des inondations proviennent des grandes crues de nos cours d'eau, à part le système à part Lomé, où on a certains bassins de rétention qui dérangent un peu, mais grâce déjà aux actions que le gouvernement a menées, vous prenez le cas des caméléons qui dérangeaient, mais ce qui n'est plus d'actualité, ainsi de suite. Donc à Lomé, par exemple, depuis un certain moment, avec les efforts du gouvernement, nous sommes à la calmie. Maintenant, au niveau de nos cours d'eau, on a installé à la fois des balises, des échelles luminométriques, des stations pour permettre aux structures de collecter les données et de donner l'information à temps. Et quand
vous allez un peu au niveau communautaire, il y a beaucoup de choses. Tout un chapelet de réalisation. Nous reconnaissons que c'est un pan de ce que vous avez réalisé. Que nous si vous voulez que je réponde à la question, oui. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction dans la mesure où tout ce que nous avons prévu, tout ce que le gouvernement a pris comme, je ne dis pas engagement, en termes d'accord pour le cadre de résultat, tout est atteint. Et on est allé même plus loin. Et si vous prenez par exemple la couverture de la cartographie des risques d'inondation, nous avons fait plus que ce que le cadre de résultat a dit. Monsieur Oupé, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus connu ces inondations comme on l'avait vécu. Est-ce à dire que PGICT en a contribué pour beaucoup? Oui, PGICT comme d'autres projets, notamment Purise. À Lomé, ici c'est Purise qui a travaillé à Lomé. C'est ça qui fait la différence. Je crois que vous connaissez bien sûr, bien sûr. Donc Purise s'est concentré sur Lomé et PGICT à l'intérieur. Donc, je peux confirmer que ces projets ont contribué à la reddition des inondations dans le pays. Et si j'ai vu à travers votre réalisation le cas de Bassar que vous avez fait passer, nous sommes allés voir les sites avant le début des projets. Et aujourd'hui, si on vous dit qu'il n'y a plus d'inondation dans la zone là, vous n'allez pas imaginer. À Blita, tout récemment, on était sur le terrain pour vérifier certaines choses. Il y a un vieux qui a dit, lui, chaque année, après la grande saison des pluies, il est obligé de reconstruire sa maison. Après que le projet est intervenu pour construire les caniveaux de combien de mètres, je ne sais plus, 1000 mètres quelque chose, il y a eu une grande pluie, mais rien. Et que lui va prier maintenant qu'il pleuve davantage. Parce que lui, c'est-à-dire, vous allez sur certains témoignages qui montrent que le projet a apporté quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons financé ou bien nous qui avons contribué à la réalisation de ce projet qui devait parler, c'est les populations. Et quand nous avons essayé de faire des enquêtes indépendantes auprès des communautés, les résultats, les rapports des résultats que nous avons obtenus montrent que le projet a réalisé, le projet a contribuer à la reddition des inondations dans toutes les localités où on est intervenu. D'accord. Monsieur Béma, vous êtes un acteur extérieur de ce projet. Vous voyez aussi à travers les images ce qui a été fait comme réalisation. Vos premières impressions par rapport à ce qui est fait? Oui, moi, mes premières impressions, c'est la satisfaction également par rapport à tout ce qui a été réalisé. Comme je le disais tantôt, il y a eu beaucoup de réalisations, mais il y a eu beaucoup de manquements aussi. Les manquements, moi je prends le projet sur 3 dimensions. On a dit renforcer les capacités institutionnelles des unités d'intervention sur la prévention des catastrophes. La deuxième dimension composante qui est l'appui communautaire aux activités d'adaptation au changement climatique. Et la troisième dimension qui est qu'on appelle le renforcement du système d'alerte précoce. Mais quand nous prenons par exemple la deuxième dimension qui porte sur l'appui aux activités communautaires d'adaptation au changement climatique, qu'est-ce qui a été fait concrètement sur ce projet? À part ce que j'ai constaté comme projet qui a été réalisé à Palimé. C'est-à-dire quel genre de projet? Non, c'est un projet de maraîchage. D'accord, en termes d'adaptation au changement climatique. En termes d'adaptation, ouais. C'est qu'on a appris les gens, d'accord, à faire des plantations, à faire des plantations, et on les a appris également à associer des cultures qui leur permettaient de pouvoir mieux vivre et de sortir de la pauvreté. Ça, c'est un projet qui s'est réalisé. Mais quand vous rentrez dans les zones comme Dapaon, où la dégradation des terres... En assiette, en dit long. Oui. Bon, la dégradation des terres est lourdement prononcée. Et vous constatez seulement qu'on va pour peut-être aménager des pistes. Il y a quand même des... On n'a pas aménagé que des pistes. Nous avons... Je pense que le coordonnateur... les tenants du projet peuvent se prononcer. On va voir. Voilà. Non, c'est pour vous dire que, en fait, l'enjeu était vraiment majeur, surtout dans la zone
dans la région des savanes, où il fallait prendre en compte vraiment ces activités peut-être mettre l'accent sur le reboisement. Reboisement, voilà. Bien, voilà. Oui, je pense que le collègue doit s'informer davantage par rapport au projet. Nous n'avons pas, nos interventions n'étaient pas ex nihilo, c'est sur la base des études qui ont été réalisées. Et dans le cadre du projet, il s'appuie sur le cadre d'action de Yogo qui dit qu'il faut d'abord connaître les risques avant d'agir. Et donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées, par exemple, sur les questions de gestion durable des terres. Il y a une étude faite par le FEM5 et qui a ciblé les zones d'intervention. Si vous prenez la région des savanes, nous avons ciblé les petits producteurs et auxquels nous avons appliqué la technologie GIFERC. Et qu'est-ce que la technologie GIFERC? C'est la technologie qui permet d'utiliser les champignons pour augmenter la production naturellement. Donc c'est la fertilisation du sol avec les champignons. Et cette technologie a touché 1000 producteurs. Vous voyez, 1000 producteurs, des petits producteurs dans la zone des savanes. Et particulièrement, nous avons ciblé les femmes. Et après la formation, nous avons formé d'abord dans la région des savanes, nous avons formé 303 personnes des organisations paysannes. Et après, nous avons ciblé un groupe de 200 femmes. Et nous avons de choses en tout cas, voilà. 200 femmes. Oui, on va nous avons apporté des appuis nécessaires. Vous avez vu les femmes qui étaient en train de faire le maraîchage. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, elles disent que ça va, mais il y a quand même le système de pompage qu'il faut améliorer. Il faut aussi apporter des intrants. Je pense que par rapport à ça, nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture, avec ICAT, et donc qui prendront le relais. Si vous prenez, je vais terminer, si vous prenez la région maritime, nous avons ciblé la zone sud-est, qui est la zone la plus dégradée. Et là aussi, nous avons appuyé 1000 producteurs. Vous voyez, donc le projet est tellement cosmopolite, a touché au fin fond des populations, et nous ne disons pas que nous avons fait le maximum parce que c'est beaucoup de choses, mais disons que par rapport à ce projet, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Visiblement, je voudrais, avant de finir, franchement, je voudrais remercier et rendre hommage à cette population de Nassiette. Cette population de Nassiette, avec l'appui de AREF, c'est une population très dynamique. Et par rapport à cela, je voulais dire, bon, peut-être nous allons continuer par rapport à la durabilité, mais il y a beaucoup de choses, si je reviens aux préoccupations de notre collègue, c'est des préoccupations légitimes, mais il doit s'approcher de nous pour connaître davantage. Bon, il est un acteur du terrain également. M. Bema, il n'est toujours pas satisfait, mais nous allons d'abord donner la parole au docteur Nkwe. Peut-être que vous allez avoir des éléments de réponse. Oui, M. Nkwe. Oui, merci beaucoup. Je crois que le collègue, il a raison. Et puis une chose aussi, c'est de pouvoir quand même continuer la sensibilisation et informer davantage les couches, toute la population. Je vais aller donner quelques chiffres pour lui donner quand même une idée. Je prends le cas de Boadé que vous avez eu à citer. Boadé avant, non seulement le problème de la digue se posait et qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau dans la retenue, avec la réhabilitation de la digue, tenez-vous bien, avec la réalisation de la digue et même la modernisation pour pouvoir, ils ont mis de passage, le réglage de passage de l'eau, ils ont aménagé à peu près 5 hectares pour permettre de faire le maraîchage. Le rapport que nous avons eu, on a dit, avant, c'est environ 80 personnes qui faisaient le maraîchage.
Mais avec la réhabilitation de cette retenue, ils sont passés à 600. Ils sont en train de le dire là-bas. 600 et le rendement. On est en train de dire qu'il y a les Italiens qui sont... Bon, ça c'est un Italien qui est venu s'installer. C'est pour dire qu'on a eu des résultats concrets. L'autre chose, les femmes, vous avez toujours dans la région des Savanes, et je vais parler seulement... Mais là, c'est à Bois-des, reste encore du style. Vous avez vu le chemin de... Oui, le chemin, bon, ça c'est... Même on veut satisfaire les c'est une parenthèse en fait. Une communauté. Ouais. Toujours dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et non plus les caniveaux et autres. Les femmes, il a parlé des femmes. Lui, le monsieur Mourou, avec le projet, on a eu à accompagner 200 femmes dans la localité reparties en 10 groupements pour faire le maraîchage. On leur a doté de tous les moyens et le rendement à leur niveau a flambé. Bon, de toute façon, le document a joué le rôle, puisque si on passe tout le temps à montrer encore ce que le document a fait, on ne dira pas. Okay. Je pense que ce qu'il dit, le projet n'a pas été parfait, mais quand on parle du changement climatique, l'essentiel aura été fait par rapport au projet. Mais une préoccupation aussi à tenir, et dans quelques jours, le PGICT prendra fin, mais nous avons vu des chantiers encore inachevés. Et comment résoudre ce problème? À Bassar, on a vu les maçons encore sur le chantier pour la construction des caniveaux et autres. Oui, c'est à vous la question. D'accord. Bon, vous savez, quand on passait les marchés des infrastructures, je pense que ça doit faire déjà 15 mois, 15 à 16 mois. Et le délai, c'était à 6 mois d'exécution. Et moi, je me disais que déjà en juin 2016, qu'on devait pouvoir commencer par plier bagages et même demander les fonds additionnels. Mais nous avons été surpris par les réalisations très lentes de ces infrastructures. Je prends par exemple le cas des sapeurs-pompiers, des unités de secours des sapeurs-pompiers, et le cas par exemple des infrastructures liées aux constructions des brigades, etc. Mais pour revenir à votre question, je pense que nous avons prévu des pénalités, mais nous allons les finir. Et nous avons, pour pallier toutes ces situations, nous avons demandé la mise en régie de ces infrastructures-là. Okay, nous avons obtenu... Encore quelques minutes. Juste donc nous avons obtenu, et actuellement nous sommes à une accélération. Bon, par exemple, pour les caniveaux de Bassar, c'est pour une semaine. Donc la semaine prochaine, je pense que là, ça sera terminé. Pierre, avant que tu continues. Concernant les unités de secours, je vous avoue qu'on finira. Ce que nous avons prévu, ça finira avant le 30 juin. Okay. Pierre, il y a un téléspectateur qui demande, Djarkpanga se trouve dans quelle préfecture? Je pense que notre téléspectateur vient de découvrir Djarkpanga. Je pense donc que c'est dans la préfecture de Meaux récemment créée. Voilà. Sinon avant c'était une sous-préfecture. Par rapport à l'émission, un téléspectateur demande sur quelle base les sites inondables ont été choisis. Il y a des zones encore inondables. Est-ce qu'il y aura une suite à ce projet? Pierre, on continue. Est-ce qu'il y aura une suite à ce projet, monsieur Humpé? Je ne peux pas dire qu'il y aura PGCT2, mais je dirais qu'il y aura une suite. Je m'explique. Le gouvernement vient d'adresser à la banque que, compte tenu des résultats satisfaisants du projet, il aimerait un fonds additionnel pour continuer certaines activités. Mais étant donné que pour préparer les activités additionnelles, ça devait prendre un peu de temps, on ne peut pas préparer un PGCT de tout de suite, mais d'autres opérations sont en cours. Et nous nous sommes dit qu'avec la requête du gouvernement, nous allons utiliser les projets en préparation pour inclure les activités que le gouvernement aimerait que les fonds additionnels financent. Donc nous avons deux projets. Il y a le projet que nous appelons Hydromètre,
qui va prendre en compte les activités concernant la réduction des inondations, notamment les caniveaux et autres dont il vient de parler. Et pour ce qui concerne la gestion durable des terres, il y a un autre projet qu'on appelle FEM6 avec Waka qui va prendre cet aspect aussi et continuer. Donc, c'est pour vous dire que les activités de PGC vont continuer dans d'autres projets que nous sommes en train de préparer. Ok, monsieur Bema, fait en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. C'est bien l'objectif numéro 11 des ODD, les objectifs de développement durable. Je crois que à la lumière de tout ce qui est fait jusque-là, à travers le document que nous avons vu, le Togo est en train véritablement de s'inscrire dans cette démarche. Oui, bon, il faut dire que le Togo est en train de s'inscrire dans cette démarche avec la réalisation des infrastructures dans plusieurs villes et véritablement répondant avec la mise en place des caniveaux et autres qui permettent vraiment de pouvoir assainir les villes. Mais il faut s'assurer également que la population comprenne mieux le bien fondé de toutes ces infrastructures pour les protéger et les préserver. Et quand nous prenons par exemple la ville de Lomé, vous voyez avec ces infrastructures qui sont construites un peu partout, les caniveaux et autres, mais quand vous prenez les populations, les ménages qui viennent jeter les déchets dans les caniveaux, vous prenez, si ce n'est pas que la NASAP est venue en 2016 pour pouvoir sauver le bassin de rétention dans la chaîne sud-est du campus universitaire de Lomé, qui a été réalisé en appui avec le PGICT. Si ce n'est pas qu'ANASAP est venu sauver ce bassin de rétention aujourd'hui, peut-être dans 3 ans, on aura encore des inondations. Vous voulez dire que les actions sont posées, mais il n'y a pas de suivi? Il n'y a pas de suivi. C'est le grand souci, ça. Il n'y a pas de suivi. Avec les comportements inciviques des populations aujourd'hui, il faut vraiment faire un travail de sensibilisation. Et je pense que c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. En charge en fait aussi bien beaucoup. Bien sûr, il faut vraiment faire un travail de sensibilisation. Franchement, quand vous prenez... au Burkina, on a vécu une certaine expérience avec plusieurs milliards qu'on a déboursés pour pouvoir déboucher les caniveaux, des trucs là. Et c'est ce phénomène-là que nous sommes en train de vivre progressivement au Togo. Parce que quand vous prenez Anadeb, avec les investissements qui ont été réalisés pour curer les caniveaux, ce n'est pas rien. Donc il faut faire un travail conséquent de sensibilisation pour pouvoir sauver nos infrastructures. Ok, les minutes se grainent. Hier, avant de continuer, un téléspectateur, félicitations vraiment à PGICT, mais je voudrais savoir à quel coût toutes ces réalisations. Un autre demande, ces travaux, ces grands travaux de construction des caniveaux, est-ce qu'on tient compte des travaux futurs? Est-ce que les grands travaux ne viendront pas remettre en cause ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Monsieur Mourou, oui. Oui, le coût du projet, au départ, c'était 8 milliards. 8,5 milliards. Après, nous avons eu un gain du dollar et on est actuellement à 9 milliards. Et par rapport à la question c'est la qualité. Ouais. La personne pose des questions liées à la qualité. Je vous donne un exemple. Rapidement. Le cas de Tchévier. Lorsqu'on a démarré les activités, nous avons demandé au maire de la ville de Tchévier de mettre les caniveaux pour que, si par aventure, on choisissait des rues pour goudronner, qu'on ne reprenne pas. Ok, je pense que la réponse est simple comme ça. Et ce qui a été réalisé, c'est dans la règle de l'art. Nous allons rapidement faire le tour de table pour le mot de fin, en commençant par Dr Moukwe. Votre mot de la fin va constituer en ceci. Vous allez vous poser une question et répondre à cette question. Merci. La question serait que, avec toutes ces réalisations, est-ce qu'il y a l'assurance de la durabilité? La réponse est qu'ils ont mis en place des comités de suivi et nous osons croire que ces comités qui ont été mis en place vont continuer l'entretien des caniveaux surtout, et les activités génératives de revenus pourront contribuer aussi à sécuriser les reboisements ou autres activités qui sont mises en place. Merci beaucoup, monsieur Ogunkwe, le responsable en charge du PGCT à la Banque mondiale. Alors,
Monsieur Mourou, vous, coordinateur de ce projet, votre mot de la fin. Vous allez évidemment vous poser la question et répondre. Oui, mon mot de la fin, c'est de remercier. Vous posez la question et vous répondez. Oui, si on me disait comment en est-on arrivé là, aujourd'hui, avec ces résultats encourageants. Vous répondez? Je vais répondre tout simplement que c'est grâce à l'implication des autorités de ce pays. C'est grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs, y compris vous les journalistes. C'est grâce à l'implication, l'appui technique et financier de la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds que sont le Fonds pour l'environnement mondial, Terre Africa, DFDRA, l'Union européenne. Et donc, à tout ce monde-là, je dis merci. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, qui joue le leadership dans la mise en œuvre de ce projet, dit merci à tous ces acteurs. Merci beaucoup, M. Mourou. Et M. Bema, vous, directeur exécutif de Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Alors, votre mot de la fin par rapport à tout ça, à l'après-projet par exemple, mais posez-vous la question et répondez. Moi, la question que je peux me poser, c'est comment faire pour pérenniser les acquis et agrandir ou bien aller à grande échelle par rapport à ce qui a déjà été amorcé. Vous répondez? Je répondrai qu'il faut que tous les projets soient réellement inclusifs et que toute la population puisse s'imprégner des projets, programmes de l'État afin de pouvoir accompagner les processus de développement. Et donc, que la société civile reste effectivement société civile pour rester avec un œil de regard pointu sur toutes les actions qui vont être menées et qu'elle puisse également jouer son rôle, qui est le sien, de pouvoir aller vers les communautés pour pouvoir développer les projets qui répondent mieux aux attentes des populations. Et je voudrais finir par remercier l'ensemble de la communauté de la société civile. Aujourd'hui, la société civile est en deuil. Et il y a un grand acteur de la société civile qui a perdu la vie hier. Et nous rendons hommage à cette personne et nous demandons à Dieu de l'accueillir et d'aider la population et la famille à pouvoir surmonter cet événement. Évidemment. Alors, merci à vous d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Adolphe, je ne te demanderai pas de te poser une question et de répondre. Voici encore, nous sommes arrivés à la fin de Oui, mais une question. Alors, de quoi sera fait le mois de juillet? Voilà. À vos marques prêts, partez. Voilà. Et on se retrouve le dernier jeudi de juin. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir tenu compagnie. Rendez-vous, c'est le dernier jeudi du mois prochain. Et merci à la technique qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve très, très bientôt. Bientôt sur la TVT, la Cité vous parle. Pour plus d'informations sur la décentralisation, le développement participatif, le patriotisme et l'éducation aux valeurs civiques et citoyennes, suivez sur la TVT l'émission La Cité vous parle.
La Cité vous parle accueille les acteurs du développement à la base, les autorités des mairies, des communes et chefs-lieux de préfecture sur l'étendue du territoire national. La Cité vous parle, c'est également votre association ou organisation non gouvernementale, institution de la République, partenaire au développement et citoyen engagé dans le développement. La Cité vous parle, un rendez-vous d'échange entre acteurs et bénéficiaires de projets et actions de développement. La Cité vous parle, l'émission qui met à échelle votre action au profit de la Cité. Réalisation, Kokou Agbemadon. Le dernier dimanche reçoit ce 28 mai 2017 sur l'esplanade de la TVT un musicien de charme, le major Lawson Hello Michel, saxophone.